Espace TV, le 22h. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Bonsoir à tous. Vers un dénouement dans la crise née de l'augmentation du prix des produits pétroliers, les syndicalistes acceptent d'aller autour de la table de négociation. Ils entendent même discuter de tout avec le gouvernement. La grève reste pour le moment maintenue et le prix du litre du carburant à 10 000 francs guinéens. Nous irons ce soir à l'université de Kankan. L'établissement veut oublier avec les crises qu'elle a connues il y a des années. Pas seulement, la nouvelle équipe dirigeante fait de vastes réformes qui donnent de constater des progrès dans la formation et dans le domaine des sports. Manifestation au Liban pour la liberté d'expression. Hier mardi, des centaines de personnes se sont fait entendre à Beyrouth contre la vague d'interrogatoires menée par les forces de sécurité libanaises. Des personnes qui ne sont pas tendres avec la politique du gouvernement sur les réseaux sociaux. Bienvenue à tous, c'était tout pour les titres. Les syndicalistes acceptent enfin d'aller à la table des négociations. Le prix du litre du carburant reste pour le moment à 10 000 francs guinéens. L'annonce a été faite ce mercredi au sortir d'une rencontre avec le médiateur de la République qui travaille depuis quelques jours à désamorcer la crise. Comme le vendredi dernier, Mohamed Saïd Fofana a été accompagné à la Bourse du Travail par la présidente du Conseil économique et social, Mariam Fodé Kamara, Aboubakar Din Kamara pour le compte-rendu. Cette rencontre fait suite à la première qui s'est tenue vendredi dernier au ministère de la fonction publique entre gouvernement, syndicats et patronat qui avait pour objectif de demander aux syndicalistes de rejoindre la table de négociation. Malgré les actes de provocation à leur endroit ces dernières 48 heures, les syndicalistes ont enfin accepté de retourner à la table de négociation, ce avec le mandat de la base. Nous retournons sur la table de négociation. D'abord qu'il n'y a pas de sujet tabou, parce qu'on va décortiquer ce budget-là pour qu'il y ait une bonne gouvernance et nous savons que les 8 000 restent notre préalable et notre condition. Nous savons que ces 8 000-là seront maintenus le litre. Donc nous avons assez d'argumentaires pour que le prix soit maintenu à 8 000 francs. Pour harmoniser leur stratégie de lutte sociale, le président du Conseil national des organisations de la société civile croit en leur argument qui, selon lui, pourrait amener le gouvernement à ramener le prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Chacun viendra avec ses arguments et chacun viendra avec les données pour que, argument contre argument, nous amenons le gouvernement à reconsidérer sa proposition. Le médiateur de la République, satisfait de l'acte que vient d'opposer l'intercentrale, la CNTG-USTG, demande à toutes les parties d'œuvrer pour le bien de la Guinée. Conformément à cet engagement, ils acceptent d'aller sur la table de négociation. Les Guinéens, qu'ils soient syndicalistes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient du gouvernement, chacun aspire au bonheur de ce pays et chacun souhaite que la paix règne dans ce pays. Les syndicalistes demandent au peuple de leur faire confiance et précisent par ailleurs que la grève reste maintenue. Le mot d'ordre de grève générale et illimitée reste maintenu. Les syndicalistes l'ont réitéré ce mercredi. Qu'en est-il cependant du service minimum interdit lundi? Il semble être suivi à la maternité d'Ignasdine. Ce n'est pas le cas au CHU Donka où tout est normal, défend un syndicaliste du centre hospitalier. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Nous voici au centre nutritionnel de Donka. Ce médecin aux allures certaines continue de donner des soins aux malades. Pour lui, rien n'a été notifié à leur bureau syndical pour tout arrêt de service. C'est vraiment regrettable que nous nous retrouvons dans cette situation. Je pense que le rôle d'un syndicaliste est de négocier et nous sommes prêts pour le dialogue pour qu'on puisse vraiment sortir de cette situation. Traoré, malgré tout, déplore la crise sociale du pays qui ne profite à personne. Parce qu'on n'a pas reçu un papier officiel, mais on a des enfants hospitalisés ici, les nouveau-nés, les prématurés. Et je pense que si le cas se posait, on allait discuter avec notre centrale. En route pour Ignasdine. Là, on constate moins d'affluence au centre de maternité, ce qui est pareil pour tous les autres services sanitaires, selon une source anonyme. Les parents des patients et patients devront pour le moment prendre leur mal en patience
car syndicats et gouvernement sont loin de trouver un accord sur le prix du carburant. Mais une chose est sûre, l'espoir est permis car la CNTG et l'USTG ont accepté de retourner à la table des négociations. À l'Abbé, les violences ont éclaté ce mercredi matin aux abords des marchés. Les jeunes qui réclament la baisse du prix des produits pétroliers ont tenté d'obliger les commerçants qui avaient ouvert boutiques et magasins à fermer. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre et le bureau régional du syndicat a été gazé. Les images de notre correspondant local Sali Bilalisso sont commentées par Mamadou Kalisso. Ce mercredi matin, commerces et banques ont ouvert à l'Abbé. Des syndicalistes accompagnés de jeunes ont fait irruption dans le marché pour obliger des commerçants à fermer. Les forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir l'ordre. Éclate un affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Gaz lacrymogène d'un côté, cailloux de l'autre. Ensuite, les agents de la CMIS ont fait irruption au siège des syndicalistes qu'ils accusent d'être responsables du désordre dans la cité. C'est la CMS, l'unité d'intervention de la police, qui est rentrée dans notre QG. Ils ont tiré plus de 30 balles de gaz lacrymogène. Donc ce qui a fait maintenant qu'il y a des échanges entre pierres et gaz lacrymogène entre eux et les enfants. Parce que la ville était tranquille. C'est depuis que la police est sortie, c'est ce qui a créé ce désordre. Nous sommes agressés jusqu'à notre siège. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la suite? Nous en tirerons les leçons et il n'est pas question. Ils veulent que ce pays bascule dans la dictature. Les forces sociales ne se laisseront pas faire. Selon notre correspondant local, il n'y a pas eu de blessés graves ni d'arrestation. Mais la situation est restée tendue toute la journée entre forces de l'ordre et jeunes manifestants qui ont érigé des barricades à certains endroits de la ville. Et en plus bref, le bureau du syndicat de l'Abbé a été de nouveau attaqué puis assiégé en début de soirée. Cette fois par les gendarmes, plusieurs motos des indignés auraient été emportées. Les informations sont relayées par notre correspondant régional Sali Bilalisso qui reviendra demain sur cette journée mouvementée dans la préfecture. Le dialogue pour une sortie de crise, c'est ce que demande le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement. Son président Salmana Diallo dénonce les mouvements de protestation qui ont lieu actuellement dans les rues de Conakry. Il comprend tout de même la nécessité de revoir à la baisse le prix du carburant. Fatou Kébé l'a interrogé, son élément est rendu par Mamadou Kalisso. Avec pour mission de défendre l'intérêt général des populations et non de les mettre dans des situations défavorables, le président du CNOSCO DDG pense qu'il vaut mieux revenir sur la table de négociation que d'utiliser la violence. C'est pourquoi il désapprouve les différentes marches des syndicalistes et des forces sociales. Salmana Diallo demande tout de même la baisse du prix du carburant à 8 000 francs, tout en proposant au gouvernement de revoir les budgets des institutions gouvernementales. Nous, CNOSCO-DDG, nous acceptons le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée ne soutient pas la violence. Le CNOSCO-DDG ne participera pas à une violence, mais le CNOSCO-DDG prie le gouvernement d'accepter de revoir leur budget pour faciliter la bonne condition, l'amélioration des conditions de vie de la population. L'activiste s'est aussi prononcé sur la nouvelle loi sur la CENI. Selon lui, les députés devraient tenir compte de l'amélioration des conditions de vie des populations en premier. Donc, ils doivent rejoindre la société civile dans ce combat. La nouvelle loi adoptée par l'actuel député de l'Assemblée nationale doit être révisée ou même corrigée pour éviter de la multiplication de d'autres crises après. En tout cas, comme si vous vous rappelez, moi, Salman, en 2012, j'avais attaqué la façon qu'on recomposait la CENI. En 2012, et j'avais eu raison. Et jusqu'à présent, la façon aussi qu'on propose la future recomposition de la CENI, c'est très mauvais. Alors, il envisage cette opposition, alors pour composer une CENI de 17 personnes, dont 14 des bénins des partis politiques, cette mouvance, cette opposition, ça c'est CENI politique. Il ne faut que CENI politique. Salmana Diallo, président du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de Guinée, demande aux membres de sa structure de participer à la synergie d'action des autres structures de la société civile pour la cause commune. Le prix du poisson a augmenté
légèrement ou considérablement selon les marchés. C'est le constat fait par une de nos équipes de reportage. Pour mieux se renseigner, Fatoumata Binta Diallo et Ibrahima Souma sont allés au port de Bonfi à Matam. Si bon nombre de vendeurs et clients trouvent l'explication dans l'augmentation du prix des produits pétroliers, le directeur communal de la pêche de Matam parle du repos biologique en cours depuis le début du mois de juillet. Reportage commenté par Al-Seyni Bari. Bonfi Port, ambiance morose, barques et pêcheurs au quai, pas de mouvement. Nous sommes mercredi. Les seaux en main, les débats féconds par moment, toutes ces femmes craignent de ne pas avoir la dépense du jour. La plupart d'entre elles sont les seules et uniques sources de revenus de leur famille. Les marchés de la capitale qu'elles fréquentent auront du mal à être ravitaillés en poissons, une situation que cette dame explique par l'augmentation du prix des produits pétroliers. Pour que le poisson débarque, il faut que les pêcheurs partent en mer et avec des pirogues à moteur. Mais ils n'y vont pas souvent parce que l'essence coûte cher actuellement. C'est également la haute marée. Avec la pluie, c'est dangereux. Il y a manque de poissons, donc on ne peut parler de bénéfices. Les côtes guinéennes sont en manque de poissons. Les seuls pêcheurs qui osent s'aventurer sont obligés d'aller jusque dans la zone léonaise. Une raison qui explique la cherté et la rareté du poisson, selon ce pêcheur. Tous les problèmes qu'on a pendant cette période, c'est qu'il n'y a pas de poissons dans notre zone. Nous sommes obligés d'aller vers les côtes sierra-léonaises pour la pêche. Pour le directeur communal de la pêche de Matam, la rareté et la cherté du poisson s'expliquent par le repos biologique observé depuis le début du mois de juillet. Ceci a été institutionnalisé par le département de la pêche. C'est pour tout simplement permettre aux poissons de se régénérer. Le repos biologique dont il est question prend fin en août prochain. Cependant, la pêche artisanale n'est pas interdite. À Kankan, 2 ans après la longue période de crise, l'université Julius Nyerere renaît de sa mauvaise gestion. La nouvelle administration universitaire dit avoir instauré une politique appelée la révolution tranquille. Elle vise à redonner progressivement à l'institution son prestige d'avant, notamment en matière de formation. Reportage Mamoudou Babila Keita. L'université Julius Nyerere de Kankan, plusieurs fois par le passé, elle a été retenue meilleure université guinéenne pour la qualité de ses enseignements. Mais de 2011 à 2014, elle est tombée dans une impasse totale à cause d'une mauvaise gestion qui a affecté son fonctionnement, ce qui a nécessité la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante. Nous avons trouvé l'université dans une situation assez déplorable. Et lors de la passation de service, j'ai eu à dire que nous allons amorcer une révolution tranquille. Suite à ce diagnostic, une révolution tranquille sur tous les aspects de la vie universitaire. Au moment où on arrivait, il y avait des salles de classe qui étaient vides. On a essayé de pourvoir toutes les salles qui étaient vides en table-banc. Et ensuite, nous avons fait face au problème de l'électricité, puisque l'université était vraiment dans le noir. À ces investissements s'ajoute la construction et la rénovation des latrines dans tous les coins de l'université avec une adduction en eau potable. De nombreux services ont aussi été redynamisés et le corps professoral associé à toutes les prises de décision. Au niveau pédagogique, nous avons apporté là aussi des réformes. Avec l'introduction de la pédagogie numérique. Il y a eu aussi ce qu'on peut appeler l'assistance sociale. Au niveau de la santé, les prises en charge des étudiants sont automatiques. Le développement des sports n'est pas en marge de la révolution tranquille. Pour preuve, l'équipe universitaire de Kankan, championne des universités guinéennes, a été sacrée vice-championne aux Jeux universitaires africains. Elle devra représenter la Guinée en Chine au mois de décembre prochain.
Un autre cap est franchi dans le plan du projet Bossé. J'entendais par là booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Dans sa phase 2, il est question d'installer le centre d'innovation pédagogique pour l'autonomisation et l'employabilité des jeunes. Et sur une quinzaine d'institutions d'enseignement supérieur et professionnel du pays, c'est l'ISEG qui a été choisi pour abriter ce centre. Mohamed Souma et Alseni Kamara. Pour mieux outiller les jeunes à affronter le marché de l'emploi, il faut nécessairement à la base une formation qualifiée des formateurs eux-mêmes. C'est pourquoi dans sa deuxième étape, le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes installe à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation du Guinée le centre pédagogique qui établira les véritables stratégies à cet effet. Les futurs professeurs, c'est les futurs cadres qui vont donner des cours dans les universités ou dans les centres de formation professionnelle. Donc si ces gens-là sont très bien formés, on espère que nos futurs élèves et étudiants seront très bien formés. Établissement formateur des enseignants du cycle secondaire, l'ISEG connaît mieux que tout autre institut d'enseignement supérieur l'importance d'une formation qualitative et la valorisation du diplôme pour le premier emploi. Avec le centre, c'est un retour aux premières heures de la réussite. Pour ce qui est des étudiants, le projet est pour eux. Ils sont les premiers bénéficiaires et le projet renforce leur capacité pour les aider à intégrer le marché de l'emploi le plus facilement que possible. Parce qu'avec ce projet, n'est-ce pas, l'ISEG va revenir à l'ancien système pratiquement. Quand je parle de l'ancien système, ce n'est pas le système éducatif global, mais l'ancien système, c'est par rapport à la délivrance, n'est-ce pas, de certificats en plus du diplôme de formation académique. Après la formation et l'accompagnement à travers la PIP d'une centaine de jeunes Guinéens diplômés, le projet pilote vient d'entrer dans son étape suivante. Sur un marché de l'emploi exigu, la concurrence n'offre qu'aux plus qualifiés en emploi. C'est pourquoi le projet tente de rehausser le niveau de l'école guinéenne. Suite du procès de Paul Moussa Diawara et Sekou Kamara au tribunal de première instance de Kaloum, vous le savez, les deux anciens directeurs des offices guinéens des publicités et des chargeurs sont poursuivis par l'État pour malversation financière. Les débats proprement dits ont débuté ce mercredi. Al-Seyni Bari, Al-Gassimou Yaliba, Lamine Silla. L'audience a commencé aux environs de 10 heures. Paul Moussa Diawara, à la barre. L'ancien directeur général de l'OGP, prévenu dans cette affaire, a été le premier à prendre la parole. Devant le juge, il plaide non coupable. Les débats ont tourné ensuite autour d'un rapport d'audit fourni par un expert comptable, pas crédible aux yeux des avocats de la défense. Nous n'accordons aucun crédit au rapport qui a été déposé par M. Kayim Magasuba, pour plusieurs raisons. Premièrement, nous ne savons pas qui l'a désigné et comment il a été désigné. Deuxièmement, ce n'est pas à un expert comptable extérieur à la société de procéder à un tel type d'audit. D'autant plus que les statuts eux-mêmes prévoient les organes de contrôle d'une société anonyme. L'OGP est une société anonyme, ce n'est pas un établissement public à caractère industriel ou commercial. Donc il faut respecter les règles qui régissent les sociétés anonymes. Les avocats de la partie civile ne sont pas du même avis. Ils ont demandé à ce que ce rapport soit écarté parce qu'il est encombrant. Mais ces rapports ne seront pas écartés. Les débats ont tourné autour de ça. Nous avons demandé à ce que ces rapports soient maintenus. Parce que, en dehors des conclusions de l'expert, vous avez des pièces qui accompagnent ces rapports et ces pièces ont été reconnues par le prévenu. C'est pourquoi vous avez suivi des débats. La partie civile s'est opposée à ce que ces rapports soient mis de côté, à ce qu'une contre-expertise ou une expertise soit ordonnée. Cependant, la partie civile s'est jointe à la défense pour demander la comparution de l'expert indépendant, en l'occurrence M. Kayim Magasuba, parce que sa comparution permettra d'éclairer la lanterne du tribunal. Paul Moussa Diawara est accusé d'avoir détourné plus de 39 milliards de francs guinéens. L'audience est renvoyée au lundi 30 juillet pour la suite des débats.
Des moniteurs venus des 8 régions administratives du pays viennent de bénéficier d'une formation au ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Ils apprennent à participer pleinement à la préservation de la paix dans le pays. Suivez. Ce sont des moniteurs communautaires de WANEP. Venus des 8 régions administratives de la Guinée, ils sont une trentaine à bénéficier de cette session de formation qui vise à les outiller afin de pouvoir analyser la situation sécuritaire dans leurs zones respectives. On s'est dit il faut vraiment que les gens apprennent à détecter les signaux de conflit dès leur début, avant que les conflits ne dégénèrent. Alors c'est pour cela que nous sommes dans un processus avec le PIBISO d'opérationnalisation du système d'alerte précoce et de réponse rapide. Ce système tient en compte vraiment tous les aspects de la sécurité humaine dans le pays. Cet atelier vraiment est d'abord le renforcement des capacités des moniteurs qui ont la charge vraiment d'alimenter ce conflit. La commission de la CEDEAO était aussi représentée à la cérémonie de lancement du projet d'appui au renforcement des initiatives locales des jeunes pour la consolidation de la paix en Guinée. Nous avons voulu descendre à la base vers les populations pour pouvoir mieux appréhender l'alerte précoce et donner des réponses rapides à toutes les situations d'insécurité sur le terrain. L'un des objectifs, comme vous le savez, des objectifs principaux de la CEDEAO, c'est le maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région et surtout dans les pays membres. Dès après la formation, ces moniteurs seront déployés sur le terrain pour la restitution et le projet s'étendra sur 18 mois. L'actualité internationale avec cette affaire Benalla. En France, l'opposition a réagi aux déclarations de Macron. Les parlementaires de l'opposition dénoncent notamment la prise de parole d'Emmanuel Macron devant les députés de la majorité à la Maison de l'Amérique. Suivez. Ce n'est qu'en rentrant en début d'après-midi que lors d'un de nos points de situation quotidiens, mon directeur de cabinet, mon chef de cabinet, m'informe de l'existence d'une vidéo montrant des faits de violence sur la place de la Contrescarpe, de l'implication de M. Benalla dans ces faits et de la qualité de celui-ci. Il m'indique s'être déjà entretenu et avoir informé le préfet de police et avoir porté cette information à la connaissance du cabinet du président de la République, ce qui est une démarche tout à fait appropriée puisque c'est à l'autorité hiérarchique de prendre toutes les mesures qui s'imposent sur le plan administratif comme sur le plan judiciaire. Manifestation d'activistes pour la liberté d'expression au Liban. Quelques centaines de personnes ont manifesté mardi soir dans le centre de Beyrouth. Elles s'insurgent contre la vague d'interrogatoires menée par les forces de sécurité libanaises, des personnes qui s'attaquent à la politique du gouvernement sur les réseaux sociaux. Suivez. حكم المكتب يسقط حكم المكتب نحن احرار بلبنان نحن احرار بلبنان نحن يا شعبي اعلنها ثوره يا شعبي ثوره. شهدنا باخر 10 ايام 7 انتهاكات وهذا رقم جديد بلبنان انه بفتره قليله هالقد يكون في عدد يعني المطلوب من الدولة تغيير لغتها القمعية تجاه المواطن. هناك مساحة من الحرية المواطن بيقدر يتمتع فيها، بيقدر يعبر عن هواجسه، عن الملفات يلي مضايقته بالبلد من دون ما أن يستدعى لأي مكتب أمني للترهيب السياسي. من زمان نحن أول ما ربينا كانوا يقولوا إنه بيروت هي عاصمة كتاب العرب. كانوا يجوا الكتاب من كل الدول العربية لأنهم عم بيعانوا من طغاة حكامهم، من طغي حكامهم، عم يجوا على لبنان يجوا على عاصمة بيروت يكتبوا اللي بدهم إياه. هلا أولاد البلد ما عم يقدروا يكتبوا نص اللي بدهم إياه. À Lacano, des jeunes malvoyants se dépassent grâce au surf. Depuis 2012, l'association Sea Surf propose à des personnes malvoyantes de s'initier au surf. Le temps d'une journée, ils découvrent les joies de la glisse à Lacano grâce aux bénévoles du Lacano Surf Club, loin de l'isolement que peut provoquer le handicap.
Suivez. C'est une joyeuse petite armée qui prend d'assaut ce jour-là la grande plage de Lacano. Parmi eux, 14 jeunes déficients visuels. Ils vont vivre une expérience hors du commun, s'initier au surf. Pour la plupart, c'est une première, alors l'appréhension monte à l'approche des vagues. Non mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, on va pas y aller de suite. D'abord, on va aller dans l'eau sans la planche, d'accord? Ça te dit plutôt? Fraîcheur de l'eau, bruit des vagues, odeur iodée, un monde se découvre à leur sens. Pour les aider, de la cire est appliquée sur les planches pour matérialiser des repères tactiles. Du haut de ses 12 ans, Lou, elle, n'est plus impressionnée. 4 ans déjà qu'elle pratique le surf adapté depuis qu'une tumeur a endommagé ses nerfs optiques. Moi au début je me suis dit je suis malvoyante, c'est pas vraiment possible. Et il m'a expliqué comme quoi si, c'est possible, avec le surf tout est possible. et donc j'ai essayé et maintenant je suis amoureuse du surf. On sent la vague arriver, donc je me fie beaucoup à lui. Accompagnés par 40 bénévoles, ces jeunes vont glisser sur l'eau pendant une après-midi. Tous ont répondu présents pour ces journées découvertes organisées par l'association Sea Surf en partenariat avec le Lacano Surf Club. Le rôle des personnes qui poussent, c'est de beaucoup parler, d'expliquer, de leur expliquer comment est la vague, ce qu'elle va devenir, si on peut, et de les tenir. Et après, on voit pour eux, et eux, ils ont leur équilibre et leur sens qui est vachement développé par rapport à nous. Je pense que 80% d'entre nous, les yeux fermés, on ne ferait pas la moitié de ce qu'ils faisaient. À l'image du petit Noé, à seulement 6 ans, aidé de Yann, le petit garçon glisse dans les vagues malgré un nystagmus, ce mouvement involontaire des yeux qui réduit fortement sa vision. Pour le fondateur de Sea Surf, Claudie Robin, lui-même aveugle, ses rires sont des victoires sur le handicap. En fait, la possibilité de surfer permet aux personnes porteuses de handicap visuel de dépasser leurs limites. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se prouver qu'ils peuvent pratiquer un sport qui n'est pas adapté pour eux au départ, car le surf, c'est un sport qui est très visuel. Et l'intérêt, c'est que l'enfant puisse sortir de l'isolement qui est dû à son handicap et pratiquer un sport comme celui-ci qui est hors du commun. Pari réussi pour l'association, tous se sont éclatés dans les rouleaux malgré quelques bols d'eau salée. C'était génial, j'ai foncé, j'ai essayé à genoux. Et alors la sensation? C'était bien, c'était vraiment bien. C'était très bien. Au début, j'avais un peu peur et tout ça. Et vers la fin, il y a mon groupe, ils m'ont rassuré et j'ai réussi. Et maintenant, voilà. Et demain, je vais revenir et j'essaierai de faire beaucoup mieux. Une prochaine journée d'initiation sera organisée début septembre par l'association. Le rêve de Claudie, qu'un jour, un de ses élèves devienne champion de surf adapté et pourquoi pas participe aux Jeux paralympiques en France en 2024, si d'ici là, le surf gagne ses galons de discipline olympique. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toute l'équipe de réalisation qui nous a aidés à vous la présenter. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV. Au revoir.